Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Mais je suis content aussi de commencer ce cycle Pasolini avec vous. Pasolini, pour moi, ça a été important depuis très très longtemps. C'est-à-dire quand je suis... la première chose que j'ai faite au Cahier du cinéma, ça a été de proposer qu'on fasse un numéro spécial Pasolini. Pasolini, à l'époque, était mal vu au Cahier du cinéma. Ça a été... Après, j'ai fait deux films sur Pasolini. J'en ai fait un dans la collection Un siècle d'écrivains de l'époque, et puis j'en ai fait un autre à l'occasion de l'exposition Pasolini-Roma. Bref, je vis tout le temps avec Pasolini et son travail. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va voir les films dans l'ordre chronologique, et du coup, on peut suivre, si vous voulez, comment il évolue dans sa tête, comment il évolue géographiquement. D'accord. Voilà, donc c'est la meilleure façon d'approcher l'œuvre de Pasolini, c'est de la suivre pas à pas. Alors, ce soir, je vais un peu quand même présenter ce qu'a été Pasolini avant Acatone, parce que Pasolini n'était pas cinéaste. Quand Pasolini fait Acatone, il a 40 ans. C'est-à-dire qu'il a déjà une vie très importante, qui est plutôt tournée vers l'écriture à ce moment-là. Et c'est presque par hasard, si on peut dire, qu'il va devenir cinéaste et qu'il va découvrir que le cinéma, c'est vraiment l'art qu'il a envie de faire. Et à un moment, il dit même, je vais arrêter tout, je vais faire plus que du cinéma. Évidemment, il ne peut pas s'empêcher de faire à la fois les films, d'écrire. Il a écrit toute sa vie, il a écrit dans la presse, il a écrit de se battre pour ses idées en Italie, et dont il va mourir, puisque vous savez qu'il a été assassiné sans doute à cause disons, de son image politique dans les années 70. Et si vous voulez, alors je pars un peu au début, excusez-moi, mais ça me paraît très important, comment ça commence. Donc il est né en 22, finalement, il appartient à peu près à la génération de la nouvelle vague. Il a 8 ans de plus, c'est tout. Il n'est pas très ancien par rapport à eux, puisque eux, ils arrivent dans les années 30, lui, il est né en 22, donc voilà, ils ont 8 ans à peu près d'écart. Et il y aura d'ailleurs des relations entre Godard et Pasolini. Alors, il y a des choses qu'il faut savoir quand même au départ sur Pasolini. Donc, son père est un militaire fasciste, et donc il a quand même, dès qu'il est conscient politiquement, il a des gros problèmes, disons, avec son père, et sa mère, c'est le contraire. Sa mère est une institutrice très cultivée, et elle lui apprend la poésie. Il dit de lui, j'ai été un poète de 7 ans. C'est-à-dire, dès 7 ans, il commençait à écrire des poèmes, parce que sa mère l'avait initié à la poésie, et il écrivait ses poèmes en frioulant, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire en italien, il écrivait dans la langue du pays de sa mère. Alors le Frioul, vous voyez où c'est? Le Frioul, c'est au nord-est, et sa mère était née à Casars. Casars, c'est un village, finalement. Enfin, moi, j'y suis allé plusieurs fois. C'est là où il est enterré, avec sa mère, comme ça. Et donc, pour lui, Casars, c'est un mythe. C'est-à-dire, c'est son enfance, c'est ce qu'il aime. Et sans arrêt, il va parler de sa vie de petit garçon, disons, à Casars. Et quand il va après écrire vraiment, il écrit un livre de poèmes à 17 ans, donc il était très précoce. Il l'écrit en frioulant, c'est-à-dire, ça veut dire pour lui, c'est la langue de ma mère contre la langue de mon père, qui est la langue nationale, en gros. Et il va abjurer après l'italien, enfin toute la culture italienne, fasciste, évidemment. Voilà. Donc, cette double origine, toute sa vie, ça va le suivre. Il a vécu toute sa vie avec sa mère, c'est-à-dire il ne s'est jamais séparé, à part quand il allait tourner, il habitait avec elle, dans le même appartement. Voilà. Et à la fin de sa vie, il ne savait pas que c'était la fin de sa vie, il y avait une troisième personne, qui était Graziella Kirkos, qui était sa nièce, qui était linguiste,
Et c'est elle qui s'occupait de son courrier, des traductions de ses livres, de l'édition, etc. Elle veillait sur lui. Graziella Chiarcossi s'occupe encore de tout si vous voulez, de toute l'œuvre de Pasolini. Elle est l'héritière unique et elle fait ça avec une intelligence incroyable, une lucidité incroyable. Donc, ce qui fait que son œuvre est bien gardée. Elle est bien gardée. La personne qui s'occupe de son œuvre est vraiment la personne idéale. C'est pas une héritière abusive, c'est absolument le contraire. Alors, je fais un petit saut dans le temps, si vous voulez. La rupture avec le père, elle menace sans arrêt. Et un jour, il décide avec sa mère de partir à Rome. Rome, c'est pas sa ville, hein. Il n'aime pas Rome. Si vous voulez, pour lui, Rome, c'est même, ça deviendra plus tard pour lui, le symbole de tout ce qu'il déteste. La consommation, la télévision, si vous voulez, toutes les choses comme ça. Mais donc, il part avec sa mère dans un train du petit matin et ils ne le disent pas au père. C'est-à-dire le père se réveille, il n'y a plus personne dans la maison. C'est comme s'ils avaient répudié elle, son mari, et lui, son père. Et donc ils arrivent à Rome, et là il y a des temps très difficiles. C'est-à-dire que, bon, il faut dire aussi qu'il est parti à Rome parce qu'il a été suspecté d'avoir eu des histoires dans une fête de village avec des ados. Il sera blanchi de ça après, mais en tout cas, si vous voulez, il ne peut plus vivre là. Il ne peut plus vivre à Casars. Donc il est condamné à la fois par les chrétiens, enfin par les catholiques, et par le Parti communiste auquel il appartenait. C'est-à-dire que tout le monde en a profité pour se débarrasser de lui, pour aller vite. Donc quand il arrive à Rome, il n'a pas de travail. Sa mère fait la bonne comme ça, et ça pour lui, c'est l'humiliation absolue que sa mère ait été obligée de travailler pour des autres. Enfin, faire la bonne pour des autres, et il dit, ça, je m'en remettrai jamais. Et donc, au début, quand ils arrivent à Rome, bon, ils restent très peu de temps à Rome même, enfin au centre, ils vont dans un quartier qui est Rebibbia, où il y a la plus grande prison de Rome, et ils s'installent comme ça dans un petit appartement, et Pasolini exagère. Pasolini dit c'était un taudis, etc. Moi j'y suis allé, c'est tout à fait habitable. Si vous voulez, il a une image très... par rapport à là où il a habité, il a une image qui est liée à l'état d'esprit dans lequel il était à l'époque. Donc il n'a pas de travail, donc ils n'ont pas d'argent, et il trouve un poste dans une école privée d'enseignant. Mais il a 3 heures de route, hein, Rome c'est grand, pour aller de Rebibbia à là où il enseigne. Et donc, pendant ce temps, il dit ce qui m'a soutenu, c'est l'écriture. C'est-à-dire, je savais que je serais écrivain, et je savais que je serais poète. Et donc, il commence à fréquenter les poètes auxquels il écrivait déjà quand il était dans le Frioul. Si vous voulez, il rencontre Sandro Penna, il rencontre... Et il a une petite réputation de poète et d'homme de lettres dans ce petit milieu. Et là, alors, le hasard a fait qu'il est allé vivre là parce que le loyer n'était pas cher à Rebibbia. Et là, il rencontre une population qui est celle des sous-prolétaires, des proxénètes, qui vont devenir son sujet. C'est-à-dire, en gros, le sous-prolétariat romain, qui à l'époque n'a aucune dignité littéraire, personne n'a écrit leur langage, et aucune dignité cinématographique. Il y a des petits rôles comme ça, et lui, donc, de même qu'il avait appris le frioulan, il apprend la langue de ces gens, qui est le romanesque, donc, et il trouve un type qui est peintre en bâtiment et qui est de ce milieu-là. Et il dit, c'était mon dictionnaire ambulant, c'est-à-dire j'ai appris des mots, j'ai appris la langue, vous allez l'entendre, hein, le romanesque. Et donc il devient, et il écrit 2 romans où les personnages parlent le romanesque. C'est un événement, hein, en Italie, ça.
Et du coup, il donne au romanesque une existence culturelle que le romanesque n'avait pas, et aussi au patois, disons, comment parlent vraiment ces gens-là. Et donc, ces deux livres font scandale, à cause de ce que ça raconte, etc., mais le rendent immédiatement célèbre. Et alors, le rapport au cinéma, c'est assez génial, c'est que c'est pas lui qui a demandé à entrer en contact avec des gens de cinéma, c'est des gens de cinéma, quand ils ont des scènes à écrire où il y a des sous-prolétaires, ils appellent Pasolini, et je dis, tu peux écrire la scène. Il devient un spécialiste du langage sous-prolétaire romain. Donc, Fellini l'appelle pour 8,5, et il lui fait écrire la scène où quand ils ramènent à la prostituée, non, ils vont chez la prostituée quand elle a envie de voir ce que c'est les pauvres, et donc il y a un dialogue avec la prostituée. Évidemment, dans ces cas-là, c'est Pasolini qui s'y colle. Donc il a une fonction utilitaire, j'ai envie de dire, sur ça. Pareil, dans Les Nuits de Cabiria, c'est lui qui fait les textes des filles et des prostituées. Donc voilà, c'est son truc. Mais ça lui permet de rencontrer les gens. Et notamment Fellini, qui sera un ami après longtemps. Donc, après ses succès littéraires, il écrit un premier scénario, mais il ne le tourne pas. Il le donne à Bertolucci, au jeune Bertolucci, qui a 20 ans, parce qu'il était allé habiter dans l'immeuble du père Bertolucci, qui était un grand écrivain. Et donc, lui, il voyait que ce garçon avait envie de faire des films. Il lui donne le scénario, et qui a été d'ailleurs tourné, et lui, il commence à penser à Acatone. Alors, Acatone, il ne sait pas comment le produire, et là, il a une très grosse déception, c'est qu'il dit Fellini est sympa, et il va demander à Fellini si Fellini veut bien produire son premier film. Fellini lui dit, écoute, faisons quelques plans, fais un essai, fais une séquence ou deux. Donc lui, il y va à fond, il y croit, et quand Fellini voit les rushs, il dit « tu n'es pas fait pour le cinéma ». Donc, vous imaginez le choc pour Pasolini de s'entendre dire ça. Et du coup, il est très humilié par ça, et c'est là où il découvre le tiers-monde. Il part, comme il dit, pour soigner ma blessure narcissique, il part en Afrique. Et il commence à découvrir ce qui deviendra, on le verra après dans la suite du cycle, essentiel. C'est l'Afrique et le tiers-monde qui vont devenir après, quand il commencera à se détacher de Rome, son ailleurs, c'est l'Afrique, entre autres l'Afrique. Donc, il trouve heureusement un autre producteur, il a son nom là, c'est Alfredo Bini, qui va produire tous ses films. C'est-à-dire, Pasolini va rester fidèle à Bini, et Bini va rester fidèle à Pasolini jusqu'au bout. C'est-à-dire toute l'œuvre de Pasolini sera produite par lui. Alors, ce qui est intéressant, Pasolini ne sait rien sur le cinéma. Il ne sait pas ce que c'est qu'une caméra, il ne sait pas qu'il y a plusieurs objectifs. C'est-à-dire, il est absolument ignorant techniquement de comment on fait des films. Et ce qui le sauve, c'est qu'il a une idée. Il dit, après tout, je ne vais pas faire le cinéma des autres. Je ne vais pas faire des chants contre chants, des trucs comme ça, parce que je ne sais pas faire, et puis ce n'est pas mon truc. Et il dit, je vais avoir un principe majeur, et ce principe, il va le tenir à peu près toute sa carrière. Il dit, le cinéma, c'est une machine à sacraliser ce qu'on met devant. Si je prends le visage d'un voyou, et que je le cadre bien, et que je fais un gros plan, etc., c'est comme si c'était le Christ. C'est-à-dire la caméra a le pouvoir de sacraliser des morceaux qu'elle détache du réel. Ça, c'est son principe numéro 1, et vous allez voir que ça marche bien. Alors, et ces principes-là, il a aussi le principe de la frontalité. C'est-à-dire, il connaît très bien la peinture italienne. Il a commencé une thèse sur la peinture italienne, et il dit, voilà, je ne sais pas faire du cinéma, mais je sais comment les primitifs de la Renaissance peignaient les figures. Donc, frontalité, c'est-à-dire
Les personnages sont hiératiques, frontaux, face au peintre ou à la caméra. Donc c'est un principe qui va, vous allez voir, il va le garder très 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 longtemps. Et sur l'idée principale, alors, il découvre quand même qu'avec un objectif long, c'est-à-dire avec un 80 ou avec un 100, s'il cadre un visage, derrière c'est flou. La sacralité c'est ça, c'est-à-dire c'est isoler un morceau du monde pour le sacraliser à l'image grâce à la caméra et donc grâce à la longue focale. Il sera très bon sur la longue focale. Alors il va apprendre très vite, Pasolini, c'est-à-dire qu'il y a des films après où il prend lui-même la caméra. Alors qu'il y a peu de cinéastes à l'époque qui sont capables de prendre la caméra et de faire un plan. Donc il va très vite apprendre tout ça, c'est-à-dire les objectifs, comment on découpe, etc. Donc voilà, donc il tourne à Catone et dans ces conditions-là, alors il y a une chose très très belle qu'on avait mis dans l'exposition Pasolini-Roma. Comme il n'est pas très sûr de lui, il fait des photos de repérage et c'est somptueux. C'est-à-dire qu'il cherche d'abord avec un appareil photo comment je peux filmer le quartier, là où le film se tourne. Et il y a déjà tout, c'est-à-dire il y a la frontalité, les murs, un peu lépreux, si vous voulez, tout ce qui va être le système esthétique d'Acatone, et c'est déjà dans... Et alors, il y a une chose très bizarre, c'est qu'il essaye de mettre en scène des gens dans les photos, pour un peu voir ce que sera le film. Et donc, il y a des gens qui sont juste dans ces photos, et il y en a, il va les garder dans le film. C'est-à-dire que le simple fait de faire des photos de repérage fait qu'il trouve déjà des acteurs. Et il trouve des acteurs, alors, vous allez voir le film, quoi, c'est pas des acteurs, c'est des gens, il les prend pour ce qu'ils sont, il les prend pour leur culture, pour la façon dont ils sont capables de parler, de bouger, et il trouve des acteurs avec qui après il va travailler pendant des années et des années au cinéma, et il va les former. Bon, Pasolini, ça c'est vraiment un truc génial. Pasolini, dans sa vie, quand il rencontrait des gens, il changeait leur vie. Les gens devenaient autre chose que ce qu'ils étaient, les gens prenaient confiance en eux-mêmes, et quelqu'un comme Citti a fini par être cinéaste. Il était peintre en bâtiment, si vous voulez. C'est-à-dire Pasolini avait une générosité incroyable, c'est-à-dire quand quelqu'un, ça marchait bien avec lui, il le rehaussait, si vous voulez. Et bon, et c'est le cas de Ninetto. Ninetto, bon, il rencontre Ninetto, c'est un gamin quand il rencontre Ninetto, et il va tout lui apprendre. Et Ninetto, après, va faire des films, va faire du théâtre, c'est-à-dire, c'est pas juste prendre quelqu'un, faire le film et le laisser tomber, si vous voulez. C'est-à-dire, voilà, il a vraiment changé la vie de beaucoup de gens, et les gens le disent. C'est-à-dire, les gens qui disent, si je n'avais pas rencontré Pasolini, je ne saurais rien de ce que je suis devenu. Donc, il y a l'idée comme ça de avoir un rôle important sur le devenir des gens qu'on rencontre et qu'on aime bien. Et quel que soit leur milieu social, leur culture, etc., ils transforment des gens qui sont incultes en intellectuels, si vous voulez, d'une certaine façon, certains d'entre eux. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait que, pour le coup, il y a une pédagogie directe, c'est de dire, voilà. Cerami, par exemple, Cerami, c'était un élève de la classe où il a enseigné quand il était encore à Rebibbia. Ce type ne parlait pas, ce type était au fond de la classe et tout. Et Pasolini, évidemment, s'est intéressé à lui, est allé le voir. Et ils se sont écrits. Et Cerami est devenu écrivain. C'est lui qui a écrit Piccolo Borghese, un bourgeois petit, tout petit, qui après va devenir un film. Il a fait des films, c'est-à-dire Cerami est devenu un intellectuel important, alors que c'était le petit garçon souffreteux du fond de la classe. Je l'ai interviewé, Cerami, et quand il parlait de ça, il avait les larmes aux yeux, enfin, sur l'idée, voilà. Qu'aurait été ma vie sans avoir rencontré Pasolini, en gros. Bon, on reparlera un peu de tout ça. Donc, l'action du film se passe dans un quartier, parce que Pasolini, ce qu'il a filmé au début, c'est ce qu'on appelle en italien les borgate, mais les borgate, c'est pas la banlieue. Les borgate, il y a des quartiers à Rome qui sont très près du centre, mais qui ont une population très différente de la population romaine. Des pauvres, des voyous, etc. Donc il adorait ça.
Et ce quartier-là, c'était exactement ça, le quartier où il a tourné ce film. Si vous voulez, Rome, c'est un peu comme Rio. À Rio, vous êtes dans un quartier, c'est des maisons de riches, des immeubles de riches, et puis traversez la rue et vous êtes dans une favela. Les favelas ne sont pas à l'extérieur de la ville, elles sont dans la ville. Donc Rome, il y a de ça à Rome. Hein. Donc quand Pasolini parle des borgate, il parle de ces zones-là qui sont juste une autre culture, des autres modes de vie, des autres façons. Voilà. Alors dans ce film, quand il fait ce film, il vient de découvrir Rome, et évidemment Rome pour lui c'est fondamental à tout point de vue, c'est-à-dire, et notamment quand il était dans le Frioul, si vous voulez, il ne pouvait pas avoir de vie homosexuelle. Dans le Frioul, c'était des paysans riches, etc. C'est-à-dire, ils se seraient fait lyncher. Et donc, il vivait avec cette terreur comme ça. Et quand il arrive à Rome, il découvre que à Rome, c'est une vie de païenne. C'est-à-dire, il découvre que d'un seul coup, tout ce qui était impensable dans le Frioul devient simple à Rome. Il est guidé évidemment un peu par Sandro Penna et tout ça. Et du coup, il a un moment d'exaltation dans le moment où il fait ce film. Il est encore dans la phase Rome est sublime. En gros. Après, on verra dans son film comment il va s'en détacher petit à petit. Bon, j'ai trop parlé, je vous laisse regarder le film et on en parle après. Bon, ben, ceux qui veulent rester, on peut parler un peu du film. Juste peut-être avant de vous donner la parole, l'idée de Pasolini quand il fait ce film-là, c'est de dire les gens que je filme, cette population n'a pas la culture, ne sait pas écrire et ne peut pas s'exprimer. Donc je vais le faire à leur place. L'idée c'est je ne parle pas de eux, je parle comme eux ou pour eux. L'idée, c'est donc d'avoir aucune posture, si vous voulez, de jugement ou un truc moral, etc. L'idée, c'est je leur donne une existence artistique que eux ne peuvent pas avoir à cause de tout, enfin, de leur situation, de leur pauvreté, de leur impossibilité d'écrire, de parler ou de créer. Donc voilà, il se met, c'est comme s'il mettait le cinéma au service de ceux qu'il est en train de filmer, sans essayer d'avoir une... Alors, la seule posture qu'il a par rapport à eux, c'est de dire je les filme avec innocence et je les filme de façon sacrée. Alors, vous avez vu, il y a une chose qui revient dans ce premier film tout le temps. Après, ça va devenir très, très important, évidemment, dans l'évangile selon saint Matthieu. C'est le panoramique. On passe d'un visage à un autre. Par exemple, quand ils sont, au moment où ils sont jugés chez les flics, l'idée de Pasolini, c'est, voilà, finalement, le cinéma, c'est ça, c'est je regarde les visages de chacun et je les regarde sans jugement. Je regarde leurs traits, je regarde physiquement ce qu'ils sont, je regarde leur regard. Donc ça, il va le faire après. Évidemment, quand il filme l'Évangile, il a de quoi faire, puisqu'il a les apôtres et il n'arrête pas de faire ça. C'est-à-dire, les gens qu'il a choisis pour être les apôtres, il va faire sans arrêt, comme ça, des plans de l'un sur l'autre. Pour lui, le cinéma, c'est ça. C'est-à-dire montrer que dans chaque visage, il y a du sacré. En gros, d'ailleurs, vous avez vu que là, sur le sacré, il y va fort, puisque il y a Bach, par exemple, quand il y a la très très belle empoignade des deux hommes, parce que c'est pas une bagarre, c'est comme des gens qui se tiennent l'un à l'autre, ils sont pareils. Si vous voulez, c'est pas pour gagner, c'est une espèce de truc du malheur. C'est-à-dire, et ils se tiennent les uns les autres comme ça, enfin l'un et l'autre. Et là, bon, la scène est magnifique, c'est-à-dire que Pasolini, à la bande-son, met Bach, donc de seul coup, c'est comme si c'était une messe, enfin, ce qu'on est en train de voir. Et puis, ce qui est très beau, c'est que les gens qui viennent pour les séparer comprennent qu'on n'y touche pas, et ils reculent.
Et il y a un cercle comme ça de sacré autour d'eux. On voit juste les pieds à un moment des gens qui sont les spectateurs de ça, comme si le sentiment de sacré de ce qu'ils sont faisait que plus personne ne peut s'en mêler. Ça reste comme ça quelque chose d'intouchable. Et d'ailleurs, on ne voit pas vraiment la fin de cette espèce d'empoignade du malheur, enfin, la façon de se tenir l'un à l'autre comme ça, parce qu'après tout, ils sont tous pareils. Enfin, je veux dire, du point de vue d'être dans la difficulté, être dans la misère, etc. Mais chez Pasolini, il n'y a pas de... Il n'y a jamais... Comment dire? Les gens qui filment, pour eux, ils ont aussi la gaieté, ils ont aussi l'innocence. Si vous voulez, il y a cette idée que, pour Pasolini, c'est qu'il y a une innocence du mal, finalement, dans cette, disons, dans une sorte de catégorie, comme ça, il y a l'innocence du mal, comme après, dans l'Évangile, il y a la même chose sur les apôtres. Il y a quand le Christ choisit ses apôtres, la scène est très belle, c'est qu'il désigne comme ça qui doit le suivre, et après, il y a toutes sortes de populations, mais après ils sont égaux. C'est-à-dire l'idée, voilà, le fait d'avoir été choisis fait qu'ils sont égaux et qu'ils sont aussi sacrés les uns que les autres. Donc là, c'est un peu le principe du film. Alors, sur le scénario, parce qu'il n'y a pas de cynisme. Et ce qui est très très beau, évidemment, c'est Stella. Alors, bon, sur Stella, juste, je dis quelque chose parce que c'est une chose qui, moi, m'a énormément touché depuis toujours. C'est quand il rencontre Stella, c'est une annonciation. C'est très exactement une annonciation. C'est-à-dire, il y a l'ange, c'est elle, et il lui met même des petits fichus qui volent dans le vent. C'est-à-dire, il la filme comme quelqu'un qui volette. Elle rentre, elle sort de l'obscurité, et lui, il est à la place de la Vierge. C'est-à-dire, lui, il est dans les annonciations, il y a exactement cette structure. Donc, il fait une annonciation où l'ange, c'est elle, et lui, il est et elle s'appelle Stella, donc il y est allé fort sur ça, si vous voulez. Même si, évidemment, l'annonce, c'est l'annonce qu'il a trouvé une autre fille à mettre sur le trottoir. Mais le film est quand même... Enfin, la fin du film est magnifique. C'est-à-dire que finalement, il se rend compte lui-même de l'indignité de ça. Et finalement, il veut plus qu'elle aille se prostituer. Et donc, il essaye le travail. Le travail, c'est insurmontable pour lui, d'un point de vue moral. Il dit, je ne suis pas une bête, ça. Et il choisit le vol, parce qu'au début, il méprise le voleur. Que le voleur, c'est dans la catégorie, pour lui, le maquereau, c'est plus digne que le voleur. Et il choisit le vol, c'est quelque chose qui pour lui est indigne, mais pour qu'elle ne retourne pas se prostituer. Donc il y a une espèce de conversion qui évidemment va se traduire par la mort. C'est-à-dire, et la mort est absolument somptueuse, parce que d'abord il y a le rêve qui annonce la mort. Et après, la mort, elle est un peu comme chez Jean Cocteau, c'est-à-dire il y a cette moto qui circule comme ça dans la Seine, on ne sait pas pourquoi, et il va mourir hors champ au bord du... Alors, ce lieu-là de la mort, c'est un lieu très, très pasolinien. À Rome, d'un côté, il y a les abattoirs. C'était les grands abattoirs municipaux. À côté, il y a le gazomètre. C'est des grands lieux pasoliniens. Si vous voulez, il y a des photos très belles de Pasolini sous le gazomètre. C'est un lieu, parce que c'était un lieu qui était à l'écart de la ville bourgeoise. C'était un lieu qui était, si vous voulez, pour lui, un lieu qui était sauvé, enfin, en tout cas qui échappait, si vous voulez, au travail, à l'argent, etc. Donc c'est un lieu mythique pour lui, parce que Pasolini, ça on verra dans les autres films, il a des lieux mythiques à lui. Pour lui, le réel n'est pas que le réel. Le réel, c'est pas le réalisme. C'est pas, si vous voulez, pour lui, les lieux aussi sont mythiques. Et après, plus tard, il ira chercher des lieux mythiques en Afrique, partout, si vous voulez. C'est-à-dire que pour lui, le décor doit être frappé du sceau du mythe et du sacré. Après, bon, évidemment, il fera même des films sur le mythe.
Là, pour le moment, il est dans une posture où il filme encore de façon, on pourrait croire, réaliste, mais déjà, il y a le mythe, et déjà, il y a les lieux que lui a consacrés, si on peut dire. Alors, déjà, dans ce film, il y a une chose qu'on va retrouver après dans les autres films, si vous voulez. Pour Pasolini, il y a un lieu qui est fondamental, il y a la ville, parce qu'à Rome, c'est comme à Rome, si vous voulez, chez nous à Paris par exemple ou à Marseille, il y a pas la ville s'arrête pas net. Après il y a la banlieue, il y a des choses comme ça. À Rome, il y a des endroits où les bâtiments donnent sur rien. Comme on voit là, quand il se promène avec elle, on a l'impression qu'on est, on ne sait pas où, il y a même des palmiers, et on voit les immeubles, c'est-à-dire il y a les immeubles, il y a la ville, et puis il y a les confins de la ville, donc ça il en a beaucoup parlé, Pasolini, il dit, il y a la cité, avec toutes ses lois, avec le commerce, avec et puis il y a ce qui est juste après la cité, et c'est le terrain vague, c'est le lieu d'épulsion, c'est le lieu, si vous voulez, où tout ce qui fait les règles de l'urbanité disparaît. Donc, et vous verrez dans Mama Roma, c'est impressionnant, parce que chaque fois quand on sort de la ville, les valeurs, disons, de la société n'existent plus. C'est un lieu où il y a, et là aussi un peu, puisque quand il couche avec elle pour la première fois, il l'amène dans cet espace. Il ne fait pas ça en ville, si vous voulez, il fait ça dans cet espace comme ça. Et bon, la scène est magnifique parce que pendant qu'il la prend par la main, il la conduit, et puis il y a un petit garçon qui joue, qui tape sur une casserole, enfin sur un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire il y a les immeubles, ça c'est le social. Il y a cette zone voilà, de neutre, enfin comme ça, et puis il y a le lieu après. Pasolini dit ce qui est au pourtour de la ville, c'est le lieu où on jette tout, où la ville jette ses déchets, jette ses pauvres, jette, si vous voulez. Pour lui, cette frontière-là, elle est fondamentale. Hein. Dans ces films, vous verrez, dans les autres films, c'est à peu près pareil. Et ça dit quelque chose dès le départ. Bon, ce qui est extrêmement impressionnant, on le verra par la suite, c'est que dans ce film, Pasolini, comme cinéaste, est déjà entièrement constitué, alors qu'il n'a jamais fait un film, il n'a jamais fait un plan avant de commencer ça. Et quand on voit la beauté plastique, enfin, c'est incroyable, tous les plans sont absolument magnifiques, il n'y a jamais rien d'à peu près, il n'y a jamais rien de mou, et il se sert très peu du langage cinématographique, une espèce de truc comme ça, brut, net, frontal, tout le temps dans ce film-là. Alors le quartier là, le quartier où ils vivent, hein, la petite bande là dans la rue, aujourd'hui il est intact, hein, mais là où avant c'était les gens qui arrivaient de la campagne, hein, en gros, qui vivaient dans ces zones-là, aujourd'hui, c'est des Africains. C'est-à-dire que la population, ça c'est pas en bourgeoisie. On est à 10 minutes de la maison de Rome-Ville ouverte, hein, là. Mais c'est un univers à part, comme ça. Et moi, j'ai voulu refilmer la fontaine où il boit. Et au moment où je filme, il y a un noir qui arrive et qui se remplit la gourde d'eau, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est resté dans ce quartier un lieu à part, où les gens se débrouillent, vivent. Bon, il n'y a plus évidemment le côté dans la rue, le côté où eux, ils ont leur vie, c'est devant le café, comme ça, il y a tout leur rituel, leur plaisanterie, etc. Et alors, il y a une chose aussi très... aujourd'hui, les rives du fleuve, c'est fini. C'est une tristesse absolue. Il n'y a plus... Là, vous voyez, quand on est sous le pont Saint-Ange, il y a cet endroit où ils mangent, ils dansent, etc. Ça a totalement disparu. Le bord du fleuve est nettoyé. On ne peut même plus y aller. Il y a très peu d'endroits où on peut y aller, alors qu'avant, c'était vécu. Et c'était aussi un non-lieu. C'était un lieu comme ça où il y avait les jeunes. Et il y avait absolument une population qui trouvait sa place là, et y compris...
c'était un lieu aussi de drague homosexuelle. Puis maintenant, ça ne peut plus être ça, puisque c'est fermé. En gros, si vous voulez, ça a été assaini, parce que le fleuve à Rome, ça a toujours été un truc un peu maléfique, parce que pendant très très longtemps, il y avait des crues, si vous voulez, ça faisait du mal. Donc ça a été aménagé, mais il n'y a plus rien. C'est-à-dire, c'est absolument, c'est d'une très grande tristesse aujourd'hui. Ça, et il n'y a presque personne qui va. C'est pas comme à Paris où il y a les pistes cyclables et tout ça. Le fleuve reste un peu maléfique aujourd'hui. Bon, à vous de parler, je parle beaucoup trop tout seul. Donc il y a un micro. Oui. Justement, à propos de l'espace, je ne sais pas comment faire avec le masque, c'est pas simple. Je voudrais savoir, vous qui avez l'air de bien connaître Rome et ce coin, ce quartier, j'arrive pas à saisir la distance entre la partie habitée avec le bar et justement ce terrain où on les voit souvent se promener. Voilà. Oui, c'est pas réaliste, hein, ça. Ah. Je veux dire que le quartier, y a pas, à côté, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas le non-lieu, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a raccordé ce quartier où ils vivent avec des choses qui sont assez éloignées. Ah oui, c'est ça. C'est pas... Voilà. Ouais. Si vous y allez dans le quartier, si vous cherchez le terrain vague, il n'y est pas. Ouais. Parce que c'est pris dans la ville, vraiment. Donc le terrain vague, il est allé le chercher ailleurs, aux confins de la ville. Voilà. Oui, donc ça a été construit pour le film, en fait, cette relation entre... C'est comme Cocteau. Quand Cocteau prend les lieux différents et il les colle, enfin, pour nous faire croire qu'ils sont à côté, on sait bien qu'ils ne sont pas à côté. Le geste poétique est le même, c'est-à-dire la ville que Pasolini construit dans son film, ce n'est pas la ville réelle. C'est des morceaux de la ville réelle qu'il soude très arbitrairement, comme ça, parce que pour lui, c'est sa poétique, si vous voulez. C'est-à-dire, pour lui, la poétique, elle se fait à partir de lieux, et si ces lieux sont loin, il s'en fout, il les colle, en gros. Bon, il y a quelque chose de... Enfin, il y a un texte de Foucault qui parle de ça, de l'hétérotopie, c'est-à-dire, en gros, on peut construire un espace avec des réalités qui sont loin. Et c'est le fait de les raccorder qui crée une ville qui finalement est à la fois très vraie, le quartier il est comme ça, et à la fois très imaginaire, puisque les raccords ne sont pas les bons, y compris alors à la fin, la mort d'Agathon, et je m'étais amusé, enfin pour le film que j'ai fait sur ça, je voulais refaire tous les plans. C'est-à-dire, je filmais les plans que lui avait filmés, et au moment où je filme l'endroit où soi-disant il est mort, je m'aperçois qu'il a complètement renversé le pont, c'est-à-dire que là où on croit qu'il meurt, en fait il filme la mort et tout ça de l'autre côté, parce qu'il voulait avoir le gazomètre, c'est-à-dire que pour lui, l'espace réel ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'espace poétique que lui construit à partir des morceaux d'espace réel qu'il connaît par cœur et qu'il trouve dans la ville. Voilà. Et on va les retrouver après ailleurs, chez lui. Donc il y a une vraie poétique de la ville, mais au sens où pas poétique. Et dans ce film, bon, c'est quand même assez... Il n'y a rien de la ville... Il n'y a rien de la ville des touristes, ou il n'y a rien de la ville économique, il n'y a rien. C'est que des morceaux qui n'ont rien à voir avec... disons, la bourgeoisie, l'économie de Rome, les magasins, il n'y a rien. C'est-à-dire il a construit une ville à part, avec des morceaux quand même de la ville réelle. Mais on ne voit rien de Rome, à part... mais ça, c'est par la voie antique, où il vient la retrouver la nuit, quand... le type l'a laissée et qu'elle revient, bon là, mais c'est un lieu mythique. C'est un mythique puisque ça date des Romains, etc. Donc il n'y a pas un plan au centre-ville.
au plan, disons, à la Rome normale, si on peut dire, que nous, on connaît. Voilà. C'est-à-dire que pour lui, cette population, que lui connaît bien, hein, c'est-à-dire c'est pas le film de quelqu'un qui se met à raconter la vie de gens qu'il ne connaît pas. Il les connaît, il vit avec eux, il a vécu quand même, quand il était là-haut, là, il vivait avec eux. Il a appris leur langue, donc vous imaginez, pour un intellectuel comme lui, avant d'arriver à Rome, il n'avait pas entendu un mot de cette langue romanesque, il l'apprend. Il a des cahiers, bon, j'ai vu chez Graziella des cahiers où il notait les mots en romanesque et ce que ça voulait dire en italien, si vous voulez. C'est-à-dire, il veut pouvoir parler de eux avec leurs mots. C'est pas du pittoresque, parce qu'il y avait du romanesque avant dans les films romains, c'était pour faire parler le petit voyou, mais il y avait une forme de mépris, si vous voulez. C'était, voilà, ceux qui ne sont pas comme nous parlent comme ça, tandis que lui, il dit, je suis avec eux. Et quand il parle, je parle comme eux. En tout cas, je comprends absolument leur langage et puis leur mode de pensée. Et puis bon, il y a évidemment... et puis les moments de joie. Parce que ce n'est pas du tout un film misérabiliste sur les pauvres. C'est même quand ils crèvent la faim, qu'il leur reste plus qu'1 kilo de pâtes, il y a de l'humour, il y a de la distance, il y a quelque chose d'un peu... Si vous voulez, il y a de l'humanité. Ils ne sont pas soumis au statut social dans lequel ils sont. Au contraire, au plus ça va mal, au plus ils ont la main sur tout, par la parole notamment. Bon, c'est évidemment, le langage est magnifique. Enfin, tout ce qui se dit dans ce film, c'est un vrai langage. C'est pas un truc au rabais, quoi. Il est, voilà. Une autre... Je veux juste rajouter une chose. Vous aviez dit que Pasolini était allé faire quelques voyages en Afrique. Et moi, j'ai ressenti, pour connaître un petit peu, qu'effectivement, on pourrait presque imaginer qu'on est dans certaines banlieues de grandes villes africaines, même de villes d'Afrique du Nord. Tout à fait. Et alors, ce que j'ai aussi, après j'arrête, je passerai le micro à d'autres, moi, ce qui est un peu compliqué, c'est le rapport à la prostitution et aux femmes dans le film. C'est très... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme une violence, enfin... Bon. Mais en même temps, je pense que c'est une réalité. Mais c'est vrai que en tant que femme, il y a des scènes qui étaient très très dures à vivre pour moi. Oui, mais pour lui aussi. Je veux dire, oui, j'imagine, oui, bien sûr. On ne peut pas dire qu'il fait l'apologie de quoi que ce soit. Mais il dit, voilà, c'est ça. C'est bien montré, en tout cas. C'est ça. Avec tout ce qui se joue avec la fille, quoi. Mais bon, ce qui est quand même, comment dire, là où il intervient un peu, c'est parce qu'on se dit, bon, Akatone, évidemment, jamais il changera d'idée. C'est-à-dire, il a besoin d'une fille pour la prostituer, et quand même, il change d'idée. Il ne veut plus qu'elle se prostitue. Et c'est très inattendu par rapport à ce qu'on voit du personnage avant. En plus, il est assez retors pour la récupérer, etc. Elle est absolument consciente. Bon, ça, c'est magnifique. C'est-à-dire elle analyse exactement ce qui est en train de lui arriver et elle le fait pour lui. Et c'est lui qui lui dit non, finalement, enfin, à un moment. Donc ça, c'est le côté un peu... comment dire, il y a un peu de salut du personnage d'Akatone, et à cause de ça, mais c'est un salut très rapide, puisque tout de suite il meurt. En tout cas, ça veut dire que le fait de changer un peu dans sa tête par rapport à cette fille fait qu'il meurt tout de suite. Voilà. C'est comme si son identité se diluait, quoi. Il peut plus être Akatone, puisqu'il est devenu quelqu'un qui respecte cette fille, enfin, les autres se moquent de lui en disant il est amoureux, etc., quoi. C'est ce qui est sans doute vrai, même si, évidemment, en parole, il garde une espèce de distance comme ça par rapport à elle, quoi. Qui est magnifique. Dans le film, cette actrice est magnifique. Alors, dans ce film, il n'y a pas de... Même Franco Citti n'est pas acteur. C'est-à-dire, quand on voit ce qu'il fait dans le film, c'est-à-dire, c'est juste que Pasolini l'a observé, a regardé ses gestes, a regardé comment il parlait, et il fait la mise en scène sur lui. Donc ce type, après, il va devenir acteur, puisque après, il va continuer à jouer
chez Pasolini et ailleurs, si vous voulez. Après, mais là, il a attrapé comme ça, quoi. Et c'est pareil à peu près pour tous les personnages. Après, Pasolini quand il va tourner avec la Magnani dans le film d'après, on le verra et on en parlera. Et après, il va mélanger des acteurs et des non-acteurs. Et il va aussi mélanger tous ses amis écrivains, intellectuels, il les fait jouer dans ses films. Mais il les fait jouer à égalité avec les gens, les anonymes. Les gens qui sont, pour lui, c'est la même matière, voilà. Qu'on prenne un intellectuel ou quelqu'un qu'on trouve dans la rue, c'est pareil. C'est-à-dire le regard qu'il porte sur eux est toujours du même ordre, comme ça. Qui est-ce qui voudrait... Attendez. Oui, donc j'étais tout à fait d'accord avec la dame là sur le fait qu'en tant que femme, c'est presque insupportable au départ, et qu'à Catone, il justifie son refus du travail par un côté libertaire. Moi, je suis pas un chien, mais en même temps, c'est en faisant travailler les femmes, donc c'est insupportable, c'est un anti-héros. Et lorsqu'enfin il a cette rédemption, Pasolini va le tuer, quoi. Enfin, ça, c'est bon. Vous le disiez tout à l'heure. Hein. Et sinon, je voulais vous demander si Pasolini était croyant. C'est ça que je voulais vous demander. Bon, si vous voulez, Pasolini a de plus en plus pensé que si on ne croit pas au sacré, il n'y a plus rien. En gros, c'est que le sacré est vital pour lui, mais sauf que le fait qu'il croyait au sacré ne voulait pas dire qu'il était croyant au sens de croire en Dieu. Et quand il a fait l'Évangile selon saint Matthieu, qui est quand même un film d'une beauté incroyable, hein, sur le Christ et sur, si vous voulez, il y a eu une grosse bagarre en Italie sur est-ce que ce film était catholique ou pas. Or, il est très... Je veux dire, objectivement, quand on le voit aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'il y ait eu autant de choses qui se soient dites. Et finalement, il y a quelqu'un dans l'Église qui a pris la défense du film et le pape l'a vu. C'est-à-dire que le film a été reconnu. Il a eu le prix de l'Office catholique à l'époque et ça a provoqué beaucoup de disputes italiennes. Or, il le méritait, le prix. Je veux dire, c'est quand même pour moi le plus beau film sur le Christ qui existe. Vraiment, enfin, je parle pour moi par rapport à ce sujet-là, quoi. Mais comment dire, Pasolini avait besoin du sacré. Il dit sinon c'est pas la peine, le monde est terne, etc. Mais pour lui, le sacré, ça voulait pas dire qu'il croyait en Dieu ou qu'il croyait au paradis ou je ne sais quoi, voilà. Et il en a eu de plus en plus besoin du sacré, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il était dégoûté par ce que devenait la vie, enfin Rome, le commerce, tout ce qui lui a fait horreur, et surtout la télévision. Il s'est réfugié vers des choses sacrées, vers des lieux sacrés. Voilà. Donc cet homme, ceci dit, on pourrait dire presque la même chose de Buñuel. Buñuel, on a toujours l'impression que c'est un bouffeur de curé. Et en fait, Buñuel, c'est pareil. Il avait besoin de sacré. Et pour lui, c'était pas incompatible avec le fait d'être non-croyant. Voilà. En gros. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Juste, je te passe le micro juste après, Vincent. Juste, oui, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur les acteurs. Je voulais juste redire mon impression, en fait, que je trouve vraiment les acteurs formidables, justement, parce que parfois on a l'impression que de voir un jeu amateur, parfois j'ai l'impression de voir un petit regard caméra furtif, un petit peu comme ça, au passage. Et je trouve ça très très beau. Enfin, je sais, c'est vraiment extrêmement touchant parce qu'il y a, quand vous parlez de l'innocence, en fait, on la retrouve, je trouve, à ce niveau-là, en fait. Et qu'en même temps, ça n'empêche pas toutes les scènes d'être très justes. Oui, parce qu'il y a des scènes.
parce que c'est des gens qui sont comme ça. Ça veut dire que leur auto-ironie, le fait de se moquer des autres et d'eux-mêmes, ça fait partie d'eux. C'est-à-dire que du coup, et effectivement, il y a des regards caméra. C'est-à-dire, à un moment, c'est comme s'il disait à Pasolini, voilà, on se moque de nous-mêmes. Enfin, il y a un truc comme ça. Il y a une complicité un petit peu quelque part qu'on perçoit. Et tout à fait. Très belle. Et juste, je voulais juste aussi, pareil, quoi, une impression. Quand on revoit en fait justement vous disiez que dans ce film-là il est déjà constitué, enfin son style est déjà là en entier et en fait c'est un film de 59 ou 60 je crois et moi j'ai revu récemment quelques films italiens de l'époque et je me dis que enfin je sais pas, j'ai revu les films d'Antonioni. Il y avait comme l'Aventura ou des choses comme ça, et en fait, ou des Fellini, en fait, et je trouve que il y a eu quand même des cinéastes qui sont apparus en quelques années, en fait, oui. Et qui ont dû représenter quand même un choc esthétique, je veux dire, au cinéma, vraiment incroyable. Et déjà, ça me sidère, tout simplement, quand on pense à d'autres époques. Et je voulais savoir, en fait, quel rapport avait Pasolini avec la nouvelle vague française, par exemple. Parce que Godard a sorti son film pas très longtemps avant ou après, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il pensait de la nouvelle vague? Quel était ses rapports avec Godard? Pasolini trouvait qu'ils étaient trop théoriciens, si on peut dire. Enfin, qu'ils étaient un peu trop théoriques. Parce que lui, finalement, son idée, c'est pas parce que je suis un intellectuel que je dois faire un cinéma théorique. Le cinéma doit être brut. Et c'est très brut, finalement, les plans qu'il fait dans ce film. Et donc, évidemment, il avait une totale admiration pour le cinéma de Godard. Mais du coup, il s'en méfiait. Il ne voulait surtout pas faire des choses qui auraient pu ressembler à du Godard. Et après, leur histoire a été un peu mêlée, puisqu'ils ont fait tous les deux un film dans le même film à sketch. Et c'est un des plus beaux films de Pasolini, c'est La Ricotta. Et après, il y a eu l'histoire, si vous voulez, d'Anne Wiazemski. C'est-à-dire que quand Pasolini a voulu montrer une jeune fille de la grande bourgeoisie dans Théorème, il demande à Godard s'il peut faire retourner Anne Wiazemski. Et elle est magnifique dans le film. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme souvent au cinéma, il y a des échanges qui passent par les acteurs. Et il y a des acteurs dont ça a été une fonction, pratiquement. Anne Wiazemski, c'était pas une grande actrice, mais elle a circulé, à un moment donné, dans toute une génération de cinéastes qui disaient, elle, je l'emprunte, en gros, comme ça. Donc c'est passionnant dans l'histoire du cinéma. Il y a des moments où il y a des acteurs qui servent à ça. Et Anne Wiazemski, c'est invraisemblable. Elle a tourné avec Norbert Rocha, elle a tourné. C'est-à-dire, elle a fait une carrière qui était absolument impensable par rapport à son jeu d'acteur, qui elle joue elle-même. C'est pas et voilà. Il y a aussi Jean-Pierre Léaud, évidemment. Pierre Léaud a été comme ça quelqu'un qui a circulé dans toute une génération. Voilà. Et alors, il y a des photos où il y a Godard et Pasolini ensemble, qui sont assez drôles, où il y a Godard, Pasolini et Anne Wiazemski, entre autres, et il y a quelques lettres. Il y a eu quelques petits échanges de lettres entre les deux, quoi. Il y a une lettre qu'on avait mise dans l'exposition. Parce que Godard, ce qui intriguait beaucoup Godard, c'était le rapport de Pasolini et de Laura Betti, puisqu'il savait que Pasolini était homosexuel, et Pasolini lui répond et lui dit « C'est mon épouse non charnelle, mais c'est mon épouse ». C'est-à-dire un truc comme ça de très grande intimité, de dire ça à Godard, quoi. Il dit « Voilà, je vais te dire ce qu'elle est pour moi. Elle est mon épouse non charnelle ». Évidemment, ça, c'était aussi pour parler, je suppose, de l'emprunt d'Anne Wiazemski dans son propre film. Mais après, sur Pasolini, il a aussi aimé beaucoup faire retourner les acteurs, des vrais acteurs, comme ça. Là, il n'y a rien, là.
Il n'y a rien de professionnel. Là, bon, il a eu de la chance, il est tombé sur un chef opérateur qui a absolument compris ce qu'il voulait. Tonino Nicoli, et après il ne s'en séparera pas non plus, si vous voulez. Il a eu beaucoup de chance, Pasolini, quand même. C'est-à-dire qu'il trouve un producteur alors qu'il n'en a pas. Il trouve Chiti, qui est quand même l'homme qu'il fallait pour jouer le rôle d'Acatone. C'est pas un acteur, il est très beau, enfin il a tout pour lui, quoi, par rapport au rôle comme ça. Donc il le choisit, c'est tout. Comme ça, il le trouve dans la vie et il le choisit. Et il tombe sur le chef-op dont il avait besoin, qui n'avait pas peur de faire des plans très longues focales. C'est des choses assez... à l'époque, c'était très mal vu dans le cinéma. Les gens qui travaillaient aux longues focales, Godard, pour lui, c'était l'horreur de travailler à la longue focale. Pas que Godard, les cinéastes un peu de l'époque, il y avait une morale du cinéma, ils ne disaient pas la longue focale. Antonioni n'a jamais touché à une longue focale, enfin en gros. Et lui, il arrive et il s'en fout. Je veux dire, parce qu'il n'est pas dans le milieu du cinéma. Pour lui, quand il fait un film, c'est comme quand il écrit de la poésie. C'est-à-dire, voilà, il donne sa vision du monde et il ne se confronte pas au code des autres cinéastes. Il est à part, il est à l'écart, etc. Et il s'y tiendra. Jamais il rentrera dans le jeu de que font les autres. Quel est le cinéma, que font les autres, voilà. Évidemment, les autres, ça les agace. Aussi, ça. Et comme il a aussi toute sa vie, Pasolini a été en procès. Il a eu 50 procès. Il allait toutes les semaines au palais de justice. Ça fait partie de son emploi du temps, parce qu'il avait toujours 6 procès en même temps. En général, il les a tous gagnés. Mais la société italienne n'a pas arrêté de le persécuter par des procès, quoi qu'il fasse. C'est-à-dire, quand il fait la ricotta, c'est un scandale absolu en Italie, etc. Donc, il est un ferment de scandale, mais il ne veut pas faire un scandale. C'est-à-dire que l'Italie de l'époque a vu dans Pasolini l'homme à abattre. La bourgeoisie italienne n'a jamais supporté l'existence de Pasolini. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il a été assassiné. Voilà. C'est Pasolini était quand même extrêmement courageux. C'est-à-dire qu'il écrivait dans la presse des choses qui étaient impossibles à écrire dans la presse à l'époque. Et notamment quand il est mort, donc il avait écrit dans un des plus grands journaux d'Italie, « Je connais les noms de ceux qui ont fait les attentats à la gare de Florence, etc. » Donc, parce qu'il avait vraiment enquêté, et il dit « Je connais les noms ». Donc évidemment, on peut penser que s'ils l'ont cru, il fallait vite s'en débarrasser. Si ce qu'il disait était vrai, et c'était possible que ce soit vrai. Voilà. On ne sait pas. Même Graziella ne sait pas s'il avait vraiment les noms ou si c'était pour intimider les autres qu'il leur a dit « je connais les noms ». C'est-à-dire, je peux savoir, parce que c'était une histoire de pétrole, hein, évidemment, tout ça. Et lui, il s'attaque directement à la question du pétrole italien et le pétrole des autres puissances, etc. Ouais, juste une petite remarque. En voyant le film, là, ce qui m'amusait, c'est que entre Nanni Moretti, Godard et Pasolini, qui sont des gens très proches de la gauche prolétarienne, on voit comment tous les grands cinéastes, finalement, ils sont revenus, ils se sont confrontés aux religieux et voilà, au sacré. C'est assez amusant de voir ce parcours. D'abord, beaucoup de contestations, et puis ensuite, il y a une sorte de... Je dirais pas qu'ils deviennent plus religieux que les religieux, mais en tout cas, ils tirent voilà, ils tirent le meilleur du spirituel, quoi. Oui, c'est pas tout à fait contradictoire, si je peux me permettre. Mais si vous voulez, dans le cas de Pasolini, il a été avant tout communiste. C'est-à-dire que quand il était dans le Frioul, il était avec les petits
disons, les communistes qui étaient des ouvriers agricoles, etc. Il était avec eux. Et après, bon, l'histoire de la guerre est quand même invraisemblable. C'est que son frère a voulu partir dans la résistance. Et lui, qui était plus vieux que son frère, lui a dit « Tu as raison, vas-y ». Donc il y a eu un truc de délégation comme ça. Et son frère est mort dans un truc qui a été un des plus gros scandales de la fin de la guerre en Italie. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le maquis, enfin ils étaient dans la montagne, et ils ont été massacrés, c'est le massacre de Porzù, par des communistes titistes. C'est-à-dire que la question c'était, on va gagner la guerre, donc qui va gagner ce territoire? Et du coup, des communistes de Tito ont tiré sur des communistes italiens où était le frère de Pasolini. Et on peut se dire après ça, bon, il y a de quoi quitter le Parti communiste, et il est resté au Parti communiste. C'est-à-dire que ça a été pour lui très violent, hein, puisque finalement, d'une certaine façon, il a été un peu responsable de la mort de son frère, puisque c'est lui qui a dit « Tu fais ce qu'il faut faire, il faut rentrer dans la résistance, il faut quitter la ville, etc. » Et après, il a continué à se battre aux côtés des communistes. Bon, après, plus tard, moins, mais si vous voulez, c'était quand même un engagement très fort pour lui, l'engagement au Parti communiste. Italien de l'époque, hein, évidemment, c'est pas... Ça a un autre sens, disons, que ça aurait aujourd'hui. Voilà, alors que Godard, lui, il a été de droite, puis d'extrême gauche. Il n'a jamais eu l'ancrage, si vous voulez, communiste pour lui. Et par contre, Moretti, lui, oui. Moretti a été très, très engagé avec les communistes, longtemps, très longtemps. On prend une dernière question. Oui, c'est une question très courte. En fait, je pense qu'on peut classer le film dans la droite lignée du néoréalisme italien de l'après-guerre, mais il me semble qu'il y a une chose qui le différencie, c'est la permanence de cette musique de Bach qui est extrêmement douce pendant tout le film. Je pense qu'il a vraiment conçu le film autour de ça, et il y a un véritable contraste entre la douceur de cette musique lancinante et la force, la cruauté des scènes qui sont décrites. Oui, ça veut dire que l'empreinte du sacré, elle doit y être. Et Pasolini, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Pasolini, pas que chez lui, parce qu'il y a des cinéastes qui finassent avec la musique, qui font des trucs et tout. Pasolini, pour lui, la musique, c'était simple. Elle commence là, elle s'arrête là. Et on ne fait pas de finasserie, c'est-à-dire on met la musique, et on la met de façon très visible, enfin, pour le spectateur. Parce que quand ça commence et quand ça finit, il n'était pas là en train de faire des mixages complexes. Ça voulait dire, attention, sacré. C'est-à-dire, voilà, ce que je montre là, c'est du sacré. La musique vous le dit, par rapport aux images que je fais, il faut les recevoir comme quelque chose de sacré. Donc c'était très net, comme ça, sur l'utilisation de la musique. Ça perdurera, ça, hein. Après, vous verrez, dans les autres films, c'est pareil. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on peut s'arrêter là pour ce soir et se donner rendez-vous avec Mama Roma. Voilà, on a encore beaucoup de séances pour parler de Pasolini. Donc si vous avez des questions, gardez-les. Non, une question ici. Ah, alors une toute dernière, Martine. Désolée, merci. Oui, j'ai l'impression qu'il y avait du fil barbelé sur la place devant la maison où installée Stella. Et il y a bien un endroit où on voit du fil barbelé, où je l'ai rêvé. Oui. Non, c'est du métal en tout cas. C'est du métal. Voilà, mais ce n'est pas des fils barbelés au sens d'une prison. Donc Mais si vous voulez, l'idée quand même, c'est que c'est des lieux circonscrits. C'est des lieux qui sont... Alors moi j'avais pensé à la couronne du Christ, et puis comme lui il est très christique, le personnage d'Acatone, et il est filmé de cette manière, en plus il est sacrifié tout de même, hein, bon. Et puis il aussi... s'auto-sacrifie. Oui, il s'auto-sacrifie.
Mais, enfin, on pourra en rediscuter. Et la deuxième chose, j'ai beaucoup aimé les deux scènes qui se renvoient d'ailleurs, de discussion entre Akhaton et puis les deux femmes qu'il aime, enfin, sa vraie femme, et puis Stella. Oui. Ces deux scènes Parce sont que magnifiques. c'est deux travelling très très longs. C'est filmé pareil. C'est-à-dire l'idée. Bon, on retrouvera ça tombe bien, puisqu'on retrouvera ça dans Mama Roma, où il y a des travelling arrière incroyablement longs sur l'actrice. Bon, bien, bonne soirée. On se retrouve. Merci beaucoup.